Tu finiras jamais footballeur professionnel si tu joues pas libéré en match. Tu peux travailler plus que n'importe qui, tu peux progresser plus vite que n'importe qui. Si tu es incapable de le montrer à chacun de tes matchs parce que tu joues avec la peur, malheureusement, tu finiras jamais pro. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui te bloque réellement sur le terrain et spoiler, c'est pas la peur. Je vais également t'expliquer d'où ça vient et pourquoi c'est normal que tu sois bridé depuis des années. Et surtout, je t'expliquerai ce que je mets en place avec les joueurs que j'accompagne personnellement. Si tu te demandes qui je m'appelle Mathis Mohamed, je suis passé par l'INF Clairefontaine et le centre de formation de l'Estac 3. Aujourd'hui, je suis préparateur mental et j'ai déjà accompagné plus de 70 joueurs en senior. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu verras plus jamais le football de la même façon. Si tu quittes maintenant, tu vas juste continuer à jouer bridé. À toi de choisir. Avant de commencer, si après cette vidéo, tu as envie de travailler avec moi, il y a un questionnaire juste en dessous qui prend 30 secondes à remplir. Après ça, je te recontacte rapidement, on fait un appel ensemble et on voit tous les deux si je suis la bonne personne ou pas pour t'aider. Mais pour l'instant, reste concentré sur cette vidéo. Il y a quelque chose que je vais beaucoup aborder aujourd'hui, c'est la notion d'ennemi. La notion d'ennemi, c'est quelque chose que je vais vachement aborder aujourd'hui parce que sur le terrain, ce qui te bloque, je vais gommer ça, ce qui te bloque sur le terrain, c'est deux choses. Ce que j'appelle les distractions, mais on va faire plus simple. Ces distractions, on va utiliser les mots que les joueurs utilisent, ça va être tout ce qui est au niveau de tes pensées, plus de tes émotions. Ces deux choses-là. C'est-à-dire ici, ce que tu ressens et ici, ce que tu penses. Je précise qu'il y a deux types de pensées chez moi, je les distingue, un peu comme pour les voitures. Tu vas avoir les pensées manuelles et les pensées automatiques. Les pensées manuelles, c'est tout ce qui va être dialogue intérieur, donc ce que tu vas te dire à toi-même. Ça, malheureusement, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les pensées automatiques, c'est-à-dire les choses que tu vas te dire inconsciemment. Ce n'est pas toi qui décides de te dire ça. C'est tous les mots qui vont sortir peut-être après une erreur ou toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, ce qui te bloque le plus sur le terrain de foot, c'est tes pensées et tes émotions. On va voir après que c'est bien plus profond que ça, mais en tout cas, la façon dont tu le perçois aujourd'hui, c'est clairement ça. C'est que tes pensées et tes émotions sont problématiques pour toi. Maintenant, tes pensées et tes émotions, l'objectif pour nous dans un premier temps, moi quand je travaille avec un joueur, mon objectif, c'est vraiment de, dans un premier temps, mettre de la distance avec. Ça, c'est hyper important. Mettre de la distance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on va chercher non pas à éliminer cet ennemi. Alors quand j'ai dit on va parler d'ennemi, c'est que tes pensées et tes émotions, au début, on les considère voilà, comme étant un ennemi. On va dire que c'est ça ton ennemi. Avec les joueurs, on va beaucoup plus loin dans cette notion d'ennemi. Mais là, c'est important que tu comprennes ça aujourd'hui. Quand je parle d'ennemi, je parle de ça, les pensées et les émotions. Tu verras après que c'est un peu plus profond que ça, mais au départ, on parle surtout de ça, de ces distractions, de ces pensées, de ces émotions. C'est exactement la même chose, juste des mots différents. Ça, c'est ce qui te bloque aujourd'hui. Maintenant, pour trouver les pensées et les émotions qui te bloquent, on est obligé d'aller chercher les extrêmes. Aujourd'hui, il y a un ordre qui est toujours présent, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. C'est au départ les circonstances ou les déclencheurs, plus simple à retenir. On va faire différemment. Je vais le mettre comme ça, avec des flèches vers le bas. Tu vas avoir les déclencheurs. Ces déclencheurs-là, ils vont amener certaines émotions, certaines choses que tu vas ressentir. Tu vas mettre des mots dessus, donc penser. Et ensuite, tu vas agir d'une certaine façon, donc comportement. Voilà. Je dézoome un peu. Voilà, comportement. Nous, ce qu'on va essayer d'aller faire avec les joueurs que j'accompagne, c'est qu'on va essayer de mettre des mots sur le déclencheur, les déclencheurs, et des mots sur les comportements. Pour que tu comprennes un petit peu à quoi ça correspond, les déclencheurs, ça pourrait être des critiques. Mais ça pourrait être 1 million de choses. Ça pourrait être les critiques d'un coéquipier, ça pourrait être le simple fait de jouer un match à enjeu, ça pourrait être le simple fait d'être convoqué avec l'équipe principale, l'équipe première, appelle ça comme tu veux. Ça peut être le fait de rater ta première prise de balle, ça peut être le fait de louper un penalty, ça peut être le fait de avoir juste son père qui est présent au match, qui vient jamais, et là ça te met une certaine pression. Tout ça, c'est les déclencheurs, c'est des événements neutres qui vont arriver dans ta vie ou sur le terrain. Là, on parle du terrain, donc
spécifiquement sur le terrain, ou en dehors, mais en tout cas liés au foot, et qui vont amener certaines émotions. Aujourd'hui, on va parler principalement de la peur, mais c'est exactement la même chose pour la frustration. De toute façon, toute frustration vient d'une peur au départ, mais ça, on l'abordera peut-être un petit peu plus tard. Les pensées, ça va être par exemple, je sais pas, tu fais de la merde, par exemple, et le comportement derrière, ça va être peut-être de jouer derrière. Donc là, tu vas avoir des déclencheurs, donc des critiques par exemple, ou plein d'autres choses, qui vont amener certaines émotions, certaines pensées, et derrière, ça va te faire agir d'une certaine façon. Nous, ce qui nous intéresse quand on parle d'ennemis, c'est que on va s'intéresser vraiment, je vais le mettre en rouge, à ça, les émotions et les pensées. On va servir des comportements et des déclencheurs pour mettre des mots sur les pensées et les émotions. Ensuite, on va passer par 4 étapes, hyper importantes. Pour le moment, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais on n'a pas parlé de l'éliminer, cet ennemi. On a juste parlé, dans un premier temps, de mettre des mots dessus. Là, tu vas voir, de toute façon, tu vas tout comprendre. Voilà. Ma méthode, elle s'appelle, au départ, sur cette première partie de créer de la distance avec lui, c'est-à-dire ne plus être pris, ne plus être piégé par cet ennemi, c'est ce que j'appelle la méthode CARD. La méthode CARD, qu'est-ce que c'est? C'est, dans un premier temps, connaître l'ennemi. Connaître l'ennemi, c'est ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire les déclencheurs qui vont amener des émotions, qui vont amener des pensées, qui vont amener des comportements. Tant qu'on n'a pas mis de mots dessus, c'est important que tu le saches. Donc là, je pourrais mettre un C, mais je pourrais mettre aussi un 1 au-dessus, parce que c'est la première étape. 1, 2, 3, 4. Tant que tu n'as pas mis de mots sur cet ennemi, c'est mort. C'est-à-dire que tant que tu ne sais pas ce que tu ressens de façon très spécifique, c'est foutu. Tu ne pourras jamais avancer. Cette étape-là, elle n'est pas faite pour, comment je pourrais dire ça, le retirer. Ça, on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo. On va vraiment développer l'autre partie. Tu verras. Là, vraiment, ça fait déjà 11 minutes. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense qu'à la fin, tu auras toutes les informations dont tu as besoin pour déjà comprendre et pourquoi pas passer à l'action et te faire accompagner, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre. À voir si la personne travaille de la même façon que moi. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, tu auras toutes les billes, tu auras tout compris. Tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ». Donc ça, c'est la première chose. Il faut connaître l'ennemi, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que tu ressens. Quand tu mets des mots sur ce que tu ressens ou ce que tu penses, sur ce qui le déclenche et sur ce que ça amène comme comportement, tu es beaucoup plus conscient de ta situation. La deuxième étape, celle-là, c'est moi qui l'ai rajoutée, c'est d'anticiper l'ennemi. À travers des exercices, un exercice spécifiquement que je donne aux joueurs que j'accompagne, ça leur permet, une fois qu'ils connaissent l'ennemi, directement de pouvoir l'anticiper. Autrement dit, de savoir précisément que quand tel déclencheur arrive, il y a telle émotion et telle pensée qui arrive. Et que s'ils sont dans ce qu'on appelle, on en parlera après, mais ce qu'on appelle la fusion, ils vont quand même agir de la mauvaise façon. S'ils sont dans l'acceptation ou le fait de mettre de la distance, ils agiront comme il faut. Mais au moins, ils pourront l'anticiper. Pourquoi? Parce qu'ils connaîtront déjà cet ennemi. Ils sauront à quel moment il apparaît, etc. Donc la deuxième, c'est anticiper l'ennemi. Si je te donne un exemple avec l'anticipation, je vais te donner un exemple avec des séries, par exemple. Beaucoup de fois, le mot exemple dans la phrase, là. Je pense qu'on t'a déjà spoilé un épisode, on t'a déjà spoilé une scène d'un film, on t'a déjà spoilé la mort d'un personnage, on t'a déjà spoilé quelque chose. Est-ce que tu as regardé le film ou la série de la même façon que si on ne t'avait pas spoilé? La réponse, 99,9,9 de tout ce que tu veux, du temps, 100% du temps, c'est non. J'ai jamais eu un joueur qui m'a dit « ouais, j'ai regardé pareil ». Tu ne regardes pas pareil. Pourquoi? Parce que tu t'y attends, tu es préparé. Souvent, la conséquence qu'il y a, c'est que de un, tu prends moins de plaisir, tu ressens moins l'émotion sur le moment. Pourquoi? Parce que tu as tellement anticipé le truc que tu es moins impacté, tu as moins cet effet de surprise, tu es moins choqué. Et ça, si ça devait se traduire sur le terrain, ça voudrait dire j'ai moins peur. Ce serait j'ai été moins frustré. Toutes les émotions qui sont problématiques. Vu que les émotions amènent les pensées, si, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'on avait donc les déclencheurs qui amenaient les émotions, qui amenaient les pensées, qui amenaient les comportements.
là, alors je ne sais pas quelle couleur ça va me sortir. On va mettre du jaune. On a vu que le déclencheur, il est neutre. C'est-à-dire que tu ne peux pas le contrôler. Les critiques des autres, tu ne peux pas les contrôler. Par contre, si tu arrives à faire ce travail d'anticipation et que les émotions, tu arrives à en avoir des moins intenses sur ce que tu ressens, que ce soit la peur, la frustration, et bah derrière, ça va aller sur tes pensées, donc tu en auras moins, et sur tes comportements, tu auras plus de chances d'agir de la bonne façon. D'où l'importance de cette étape. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de ressentir certaines choses. De toute façon, cet exercice-là, il n'est pas fait pour empêcher la peur d'arriver, il est fait pour te permettre d'agir malgré le fait qu'elle soit présente. Un footballeur ou un sportif, de façon générale, il ressentira automatiquement de la pression à certains moments. Ce n'est pas possible de ne pas en ressentir. C'est humain, c'est normal. Parce que c'est hyper important pour toi, etc. On peut fortement voir retirer complètement la pression sur beaucoup de moments, mais on ne pourra pas la retirer définitivement à vie. Pas possible. Donc il faut que, malgré le fait qu'on aille chercher à la retirer à un moment ou à un autre, tu puisses performer malgré le fait qu'elle soit présente. L'étape d'après, le R, c'est remarquer l'ennemi. Une fois que tu es capable de l'anticiper, automatiquement, tu vas le remarquer. Je vais reprendre l'exemple des séries. Quand on te spoil une scène précise ou la mort d'un personnage, tu l'anticipes sans t'en rendre compte. Et quand la scène apparaît, tu remarques tout directement. Si je te dis, tu vas voir tel personnage, il va mourir dans une forêt qui est comme ça avec un arbre, tu verras sur l'arbre, il y avait un message écrit à un moment, tu vas remarquer la chose tout de suite parce que ton attention va aller dessus. Pourquoi ton attention va aller dessus? Parce que tu veux qu'elle aille dessus. Tu es préparé à ce que ton attention aille dessus. Tout simplement. Donc, remarquer l'ennemi, ça signifie quoi? Ça signifie être conscient de ce que tu ressens. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Où ça se trouve dans mon corps? Quelles pensées sont en train de me traverser l'esprit? Et là, d'un coup, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien le faire, mais voilà. C'est comme si on te divisait en deux. Tu vois? Tu avais d'un côté vraiment toi, tu vois, et d'un autre côté, en rouge, l'ennemi. Et grâce au travail sur le C de connaissance, sur le A d'anticipation et sur le R du fait de remarquer, c'est comme si il y avait deux personnes, comment on dit, divisées, comme si vous vous divisiez, tu vois, comme si vous vous divisiez. C'est-à-dire que tu vas le voir comme si tu étais un peu derrière, comme si tu étais au troisième plan. Tu vois cet ennemi-là, tu la vois l'émotion, tu vois la pensée, mais c'est pas toi, la pensée n'est pas toi. De toute façon, tu n'es ni tes pensées ni tes émotions. Tu n'es ni tes pensées ni tes émotions. Tes pensées et tes émotions, c'est ce que nous, on appelle l'ennemi. D'autres personnes pourront appeler ça différemment, peu importe, mais on l'appelle l'ennemi parce qu'il te pose problème aujourd'hui sur le terrain. D'autres pourraient appeler ça l'ego, d'autres pourraient appeler ça le moi superficiel. Il y a plein de noms qui sont donnés selon les thématiques dans lesquelles il a abordé. Donc, il y a toi, en blanc. Est-ce qu'il y a du blanc là? On va mettre en bleu. Ça, c'est le vrai toi et tu as l'ennemi. Et tu arrives à mettre naturellement une distance, c'est la dernière étape, mais tu arrives à le faire à partir du moment où tu l'as remarqué. Comment est-ce que tu veux diviser, faire le travail qu'on a fait là si tu n'arrives pas à remarquer cet ennemi? Ce n'est pas possible. Si tu n'arrives pas à remarquer ce que tu ressens, tu ne peux pas mettre de distance avec. Ça n'existe pas. En fait, c'est juste de la logique. Tu vois, c'est quelque chose qui est impossible à faire. La première étape, c'est de le remarquer. Et la dernière, c'est la distance. Alors, attends. En mettant petit comme pour le reste, la distance. Mettre de la distance. Mettre de la distance, c'est à un moment ou à un autre, tu as un choix face à toi. Ça veut dire que toi, tu es... Comment je pourrais dire ça? On va dire que tu es là. Voilà, ça c'est toi. Et tu as un choix. Ce choix-là, il existe qu'à partir du moment où tu as remarqué l'ennemi. Ça veut dire que tu as certains joueurs, pour eux, c'est logique de jouer vers l'arrière quand ils ont peur. Toi, quand tu auras travaillé sur ça, c'est-à-dire qu'on aura mis ensemble en place le fait de connaître ton ennemi, de l'anticiper, de le remarquer, là, tu as un choix qui s'offre à toi. Tu as le choix de l'acceptation. Alors, je ne dis pas que ce choix est facile, hein, mais au moins, tu as le choix. Et au fur et à mesure, ce choix-là, plus tu vas prendre un certain chemin, plus tu vas avoir des facilités à le reprendre après. Donc, dans les premiers jours, premières semaines, surtout premiers jours, ce n'est pas évident. Mais au fur et à mesure, tu vas voir que le choix, il est vraiment présent et ça dépend que de toi. Et d'un autre côté, ce que j'appelle la fusion ou la lutte.
La fusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire je fusionne avec l'ennemi. C'est-à-dire, ce que je ressens et ce que je pense va conditionner mes actions. L'acceptation ou le fait de mettre de la distance, ça veut dire juste, l'ennemi, je le vois, il est présent, mais à aucun moment, il m'empêche de décrocher, à aucun moment, il m'empêche de jouer vers l'avant. Toi, aujourd'hui, tu es là. Les joueurs que j'accompagne, alors là, j'ai pas de vert, on va mettre en bleu. Les joueurs que j'accompagne, ils sont ici, très rapidement. À travers un exercice que je leur donne à la fin de leur séance, etc. Et même pendant, ils sont capables de me dire à la fin de quel côté ils ont été. Le fait de savoir de quel côté tu as été, ça te permet quoi? Ça te permet de te dire, ok, 5 fois j'ai été dans l'acceptation, 2 fois j'ai été dans la lutte, dans la fusion. Les 2 fois où j'ai été dans la fusion, c'était par rapport à quel type de pensée, quel type d'émotion. Et là, on est capable de refaire une boucle où on revient sur le premier C, connaître encore mieux ces 2 moments où ça a été compliqué, anticiper encore mieux pour remarquer plus facilement et avoir plus de facilité à prendre ce chemin-là. Tout simplement. L'objectif, c'est de mettre de la distance. Ça, c'est la première étape. Si tu es encore sur la vidéo, tu n'es pas au bout de tes surprises. On va aborder des sujets, à mon avis, qui vont énormément t'intéresser. Tu vas voir. Donc, on efface tranquillement. Voilà. Là, on a vu une partie. On a vu, en quelque sorte, la partie reconnaître. Alors, attends, je vais mettre ça en noir. La partie reconnaître l'ennemi. La première. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut neutraliser cet ennemi. Ce qui est important que tu saches, c'est que une fois que tu es capable de reconnaître l'ennemi et de mettre de la distance naturellement avec, tu as fait potentiellement, allez, 50% du travail. Sauf que moi, je vais aller à 100%. Donc la question qui reste un peu en suspens, c'est ces 50% restants, comment on fait? Comment on fait pour neutraliser cet ennemi? On sait que l'ennemi est là, comment est-ce qu'on fait pour le tuer, en fait, pour faire en sorte qu'il n'existe plus? Et ça, on va y répondre tout de suite. Pour savoir comment est-ce qu'on peut neutraliser l'ennemi, il faudrait se poser une première question. Cette première question, ce serait celle-là. Peut-être que tu te l'es posée. Si tu ne te l'es pas posée, je vais la poser pour toi. C'est d'où viennent mes pensées plus émotions? Ou d'où vient l'ennemi? D'où il vient? Pose-toi la question, tu peux mettre la pause, puis revenir. À ton avis, d'où il vient cet ennemi? Vraie question, d'où il vient? Est-ce que tu as une idée? Cet ennemi, si tu veux, il vient... je vais te refaire un schéma comme tout à l'heure pour que tu comprennes. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait les émotions qui, elles, amenaient des pensées. Et après, on ne va pas développer, mais il y a les comportements, etc. Mais il y a un truc, en fait. Tes émotions, elles viennent d'où? Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui... Alors, attends, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu as un déclencheur qui va amener certaines choses, certaines émotions? Je ne sais pas, il y a une critique d'un coéquipier, tu as peur, alors qu'un autre, il va se faire critiquer, il n'aura pas peur. Il y a un truc qui est bizarre. C'est-à-dire que la source du problème, comme on l'a vu tout à l'heure, le déclencheur va faire son travail, il va déclencher. Mais il va déclencher quoi? Pourquoi toi, c'est de la peur? Moi, demain, il y a des potes à moi, et même moi, tu me remets sur un terrain, tu me critiques, je ne vais pas avoir peur. Oui, j'ai arrêté le foot maintenant depuis quelques années, c'est peut-être la raison. Mais pourquoi, en fait, si on creuse, d'où ça vient? Ça ne vient pas du déclencheur. Parce que si ça venait du déclencheur, tout le monde ressentirait les mêmes émotions à partir d'une situation extérieure identique. Ce n'est pas le cas. Et c'est même pas le cas pour toi. Pourquoi est-ce que tu as peur sur un terrain à 11, match officiel avec l'équipe première? Pourquoi est-ce que tu n'as pas peur en réserve la veille à l'entraînement? Parce que ce qu'il y a au départ, c'est tes croyances. Tes croyances, alors je ne sais pas faire des lunettes. Tes croyances, ça ressemble un petit peu à ça. C'est les vers
avec lesquels tu décides de voir le monde. Quand je dis tu décides, c'est pas vraiment le bon terme, c'est les verres avec lesquels tu vois le monde. J'ai des lunettes là. On voit pas le même monde. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il raconte, il dit n'importe quoi. Je vais balayer le sujet rapidement, mais on a 5 sens. Donc on a ce qu'on appelle le VACOG. Je vais descendre un peu ça. On a 5 sens. Donc on a 5 sens. On va faire un schéma. On va faire une image. Visuel, auditif. Voilà, c'est censé être une oreille. Kinesthésique, voilà, c'est une main. Olfactif, on va dire que c'est un nez. Et gustatif. Alors là, par contre, j'ai abusé. Alors attendez. Et gustatif. On a 5 sens. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, vous êtes concentré sur 2 choses principalement qui sont... ouais, ces deux-là. Visuel, auditif. Aujourd'hui, vous n'êtes pas concentré au moment où vous m'écoutez sur, je sais pas moi, le kinesthésique ou c'est-à-dire qu'est-ce que vous touchez, qu'est-ce que vous, je sais pas, le fait où vous êtes assis sur quelque chose ou vous n'êtes pas concentré sur vos pieds, est-ce que vous avez mal quelque part dans votre corps ou ce que vous touchez. Non, votre attention n'est pas mise dessus. Olfactif, vous n'êtes pas concentré sur l'odeur qu'il y a, à moins qu'il y ait une odeur de fou qui arrive là maintenant, pas du tout. Et le gustatif, pareil. Pas sur votre salive, pas sur ce que vous êtes en train de manger. Alors, si vous mangez un truc, peut-être on peut le rajouter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, il y a un nombre d'informations extrêmement important que vous allez percevoir, mais de façon consciente, vous allez en avoir qu'un très très faible pourcentage. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne voit pas la même chose. Vous pouvez être plusieurs dans une même pièce et vous n'allez pas voir les mêmes choses. Vous n'allez pas surtout percevoir les mêmes choses. Pensez quand vous étiez à l'école, le premier de la classe, il était concentré sur quoi? Le premier de la classe, peut-être au niveau des notes, mais surtout au premier rang. Peut-être sur le prof qui est en train de parler, sur le tableau. Et vous, derrière, vous étiez peut-être concentré sur où est-ce que je vais partir en vacances cet été ou est-ce que j'ai fait mon devoir, etc. Et à ce moment-là, vous êtes dans vos pensées, votre attention, elle n'est pas mise sur les mêmes choses. Vous êtes en train de manger un bonbon sans qu'on vous voit, vous êtes concentré sur le goût du bonbon et tout, c'est trop bon. Pourtant, vous percevez les mêmes choses, vous avez les mêmes sons, vous voyez les mêmes choses, mais votre attention, elle n'est pas mise dessus. Donc vous ne vous en rappelez pas, ça ne rentre pas dans votre mémoire, parce que ça ne rentre même pas dans votre conscience. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que c'est important que vous sachiez que vu que le monde, on ne le perçoit pas de la même façon, les informations qui rentrent dans notre mémoire ne sont pas les mêmes pour tous. Votre croyance, si vous voulez, c'est la façon dont vous avez interprété certaines situations dans votre vie. Il y a des chemins, on appelle ça des chemins neuronaux. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment tout fonctionne de façon ultra détaillée, sinon ça va être un peu trop long pour aujourd'hui. Mais je vous donne un exemple. Alors, là, je n'ai pas de verre, je ne sais pas. Ah si, on va prendre ça, voilà. On va dire que ça, c'est un chemin d'herbe. Et que vous décidiez, on va mettre ça en noir, vous ayez une certaine façon de voir une situation, donc vos croyances. Vos croyances, c'est un chemin. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va prendre la métaphore du parc, il y a des humains qui sont passés sur ce chemin-là. À force de passer sur ce chemin-là, vous avez, je sais pas, les herbes qui vont partir. Donc ça va faire un chemin naturellement. Donc à chaque fois que vous allez vous rapprocher de ce parc ou de cet endroit où il y a de l'herbe, vous allez passer par ce chemin-là pour couper. Ça, c'est votre croyance. C'est important que vous compreniez que c'est ça une croyance. C'est juste qu'il y a un chemin qui a été fait, ça passe toujours par là. C'est-à-dire que quand vous allez voir une situation, vous allez la voir d'une certaine façon. Vous, pour aller plus en profondeur et plus creuser par rapport au football, vos croyances, ce serait par rapport au football. Par rapport à qu'est-ce qui est dangereux ou pas pour vous. Non pas de façon consciente, mais pour votre subconscient, on en parlera juste après, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, c'est hyper grave de ne pas signer pro. Pour vous, aujourd'hui, c'est hyper grave de ne pas vivre du foot. Pour vous, aujourd'hui, c'est dangereux, vous vous en rendez pas compte, mais c'est grave, c'est dangereux, c'est très problématique pour vous de ne pas être titulaire dans votre club. Donc, vous allez ressentir de la peur. La peur, c'est juste un signal qui signifie que la situation à laquelle vous faites face, vous la percevez comme étant dangereuse. Je ne vais pas vous donner des définitions 1000 fois plus longues, c'est juste ça. Quand vous avez peur,
c'est que vous faites face à une situation que vous percevez comme dangereuse. On pourrait diviser la peur en deux types de peurs. On va avoir, pour moi, les peurs réelles, donc la peur de mourir réellement, et les peurs qu'on pourrait appeler comme fictives, qui sont uniquement liées à vos croyances et qui font que pour votre subconscient, vous allez mourir si cette chose-là se produit, mais de façon consciente, ce n'est pas le cas. La peur, à la base, c'est fait pour vous protéger de quelque chose qui est censé vous causer la mort. Donc si aujourd'hui vous ressentez de la peur, c'est que la situation ou le scénario qui peut potentiellement se produire, et ça c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est je me projette sur un scénario hyper dangereux. Donc je l'imagine, je me projette dessus. Ça, c'est vos croyances. C'est important que vous le sachiez. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question et vous allez vous dire, Mathis, si le problème il vient de mes croyances, comment je fais pour les changer? Il y a très peu de joueurs qui arrivent à cette étape-là. Et ceux qui arrivent à cette étape-là, ils n'ont pas encore assez creusé. Nous, on va creuser ensemble. Alors, au lieu de parler de croyances, on va parler... Alors, je vais tirer un trait au milieu. Non, attendez. On va essayer de le retirer bien. Voilà. On va tirer un trait au milieu. Et d'un côté, on va écrire peur. Et d'un autre côté, on va rien mettre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cette impression que la seule chose qui est problématique pour vous, c'est les choses que vous craignez. Donc vos croyances qui amènent de la peur. Ça peut être la peur d'être remplaçant. Ça peut être la peur de pas vivre du foot. Ça peut être la peur de pas signer pro. Bon, ça rejoint celle de dessus, donc on va garder celle-là. Ça, c'est ce qui vous fait peur aujourd'hui. Le problème, c'est que on n'a toujours pas répondu à la question d'où ça vient. Je pense que là, vous l'avez compris, si on dit que l'ennemi, ça correspond aux pensées et aux émotions, mais que les pensées et les émotions viennent de vos croyances, le vrai ennemi, c'est vos croyances. Je pense que là, je répète, si vos pensées et vos émotions sont considérées comme un ennemi, mais qu'eux-mêmes viennent de vos croyances, l'ennemi, c'est vos croyances. Donc à chaque fois, on remonte. Le vrai ennemi, c'est toujours le truc qui est le plus éloigné, quand on creuse le plus loin. Le souci, c'est que, et ça, il y a beaucoup de joueurs qui s'en rendent pas compte, c'est que vos peurs n'existent que parce qu'il existe autre chose à l'opposé. Cette autre chose, c'est le désir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peur d'être remplaçant parce que vous désirez être titulaire. Vous avez peur de ne pas vivre du foot parce que vous désirez vivre du foot. Le désir, et vous verrez après pourquoi je vous donne cette définition, c'est le fait d'être dépendant émotionnellement de quelque chose que vous ne possédez pas. Je répète, le désir, c'est le fait d'être dépendant émotionnellement de quelque chose que vous ne possédez pas encore. Vous désirez avoir le dernier iPhone parce que vous ne l'avez pas. Si vous l'aviez et quand vous l'aurez, vous ne le désirez plus. Aujourd'hui, si vous êtes titulaire, vous ne désirez plus être titulaire, vous l'êtes déjà. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir peur d'être remplaçant, mais chaque peur vient d'un désir. Maintenant, vous allez vous dire, ok Mathis, voilà, tu me dis des choses, je commence à comprendre, etc., des choses qui viennent et tout. Comment on fait pour bosser dessus, etc., etc. Il faut que vous compreniez que là, on a vu une partie qu'on appelle consciente. C'est-à-dire que tout ça, c'est ce que vous pensez craindre et désirer consciemment. Ce que je vous mets en bleu, c'est la partie consciente. Je vais vous le mettre là. Ah, ok. Désolé, hein, j'utilise rarement ce truc-là. Ça, c'est la partie consciente. Je vais vous dire quelque chose, je pense qu'il y a 10% des mecs qui vont quitter la vidéo, donc je vous préviens maintenant, ne la quittez pas. Vous allez comprendre pourquoi. Tout ce que j'ai écrit ici, là, c'est faux. J'aime bien faire ça aux gens que j'accompagne, ils me disent comment ça, ils ne comprennent pas. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas envie d'être titulaire, tu n'as pas envie de vivre du foot. Donc, si tu n'as pas envie d'être titulaire, tu n'as pas envie de vivre du foot, se dire aussi, et je l'affirme, que tu n'as pas peur d'être remplaçant et que tu n'as pas peur de ne pas vivre du foot. Là, normalement, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit n'importe quoi. Je sais mieux que lui de quoi j'ai peur et de quoi j'ai envie.
Je vais revenir à la définition du désir. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, et après je vais effacer, c'est que la peur, comme on l'a vu, vient du désir. Ça veut dire que c'est le désir qui amène la peur. Ça, je pense que tu l'as compris. Ça veut dire que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de peur. Si tu ne désires pas être titulaire, tu n'as pas peur d'être remplaçant. Sur ça, on est OK. Pourquoi maintenant est-ce que je te dis que ce n'est pas quelque chose que tu désires? Pourquoi est-ce que je te dis que ce que tu penses désirer depuis des années, c'est faux? Parce que ce que tu désires réellement au fond de toi-même, comme on l'a dit dans la définition du désir, c'est les émotions. Rappelle-toi de la définition du désir. C'est le fait de dépendre émotionnellement d'une chose que tu ne possèdes pas encore. Dépendre émotionnellement. Ça veut dire que ce que tu recherches à travers le fait d'être titulaire ou à travers le fait du foot, c'est un état émotionnel très précis. Peut-être que dans le fait d'être titulaire, il y a, et là je vous donne ceux qui reviennent le plus, la reconnaissance des autres. Peut-être que dans le fait de vivre du foot, il y a le sentiment de sécurité. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le fait d'être titulaire, c'est pas le fait d'être titulaire qui t'intéresse. Si je te mets titulaire en D5, bon, peut-être que tu joues en D5, mais si tu joues à un niveau au-dessus, je te mets titulaire en D5. C'est pas ça qui t'intéresse. Donc c'est pas le fait d'être titulaire qui t'intéresse. Et même si on prend ton exemple, aujourd'hui, c'est titulaire dans ton club. C'est pas juste le fait d'être titulaire, parce que quand tu seras titulaire, tu voudras encore autre chose, ce sera marqué, puis après marqué, ce sera joué dessus. Ce que tu désires au fond de toi-même, c'est la reconnaissance des autres. Je vais te parler de l'opposé, tu vas mieux comprendre. Tu désires être reconnu par les autres, et ça je te l'expliquerai aussi après, il y a beaucoup de choses qu'on va balayer aujourd'hui. Tu désires être reconnu par les autres, tu désires ressentir ce sentiment de sécurité, et vu que le foot c'est la chose la plus importante pour toi, c'est à travers le foot que ça doit se passer. La reconnaissance des autres, ça va être le fait qu'ils te disent que tu es fort, le fait qu'ils te regardent d'un certain œil, que tu sois considéré par eux, dans le fait d'être titulaire. Le fait de vivre du foot pour toi, c'est pas juste ouais je suis content, je joue du foot, c'est non, je me sens en sécurité parce que enfin pour une fois, je n'aurai pas besoin d'aller travailler, d'aller à l'intérim ou d'avoir toujours mon alternance où je sais jamais où je serai dans 2-3 ans. Là, je sais, tac, j'ai mon contrat, j'ai mon argent et je vis bien. Je me sens en sécurité. Tu recherches toujours un état émotionnel de façon subconsciente, on en parlera juste après. Le problème de ça, c'est que tout ce que tu désires amène de la peur. Tout à l'heure, je t'ai fait un schéma, on va le continuer ici. Voilà. Rappelle-toi de l'école. À l'école, il y avait ce petit travail qu'on faisait là sur la symétrie, etc. Ça veut dire que le prof, il mettait quelque chose d'un côté, et toi, tu devais le mettre pareil de l'autre côté, en respectant les dimensions, etc. Des fois, il pouvait mettre un truc comme ça, et toi, tu devais faire exactement la même chose. Je pense que tu t'en rappelles, si tu as été à l'école. Je pense. Ce travail-là, il est tout bête, hein, mais il symbolise vraiment la peur et le désir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus tu désires quelque chose, donc là, si on devait faire une flèche où plus on va sur le côté, plus on monte en intensité. Aujourd'hui, plus tu désires quelque chose, plus tu as peur de ne pas l'obtenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus tu as envie de signer pro, plus tu as peur de ne pas signer pro. Autrement dit, plus tu désires être reconnu par les autres, plus tu as peur d'être rejeté ou de ne pas être considéré par les autres. Aujourd'hui, tu as tellement envie d'être en sécurité, de ressentir ce sentiment de sécurité, que tu as peur de l'insécurité. Et aujourd'hui, pour toi, être remplaçant, c'est pas juste je suis sur le banc, ça vaut rien, c'est un événement neutre être sur le banc. C'est un déclencheur neutre. Ce qui fait que toi, ça t'impacte autant émotionnellement, c'est que tu as associé le fait de ne pas être considéré au fait d'être remplaçant. Ou tu as associé le fait d'être remplaçant au fait de ne pas être considéré, de façon inconsciente. Pourquoi est-ce que tu te sens aussi mal quand on te critique? Parce que tu ne te sens pas considéré. Pourquoi est-ce que ça t'impacte autant de ne pas te sentir considéré? Parce que tu as énormément envie d'être considéré, d'être reconnu par les autres. Je vais effacer cette partie-là. Reste bien sur cette vidéo, hein. Là, je t'ai juste expliqué brièvement. Alors, je t'ai toujours pas expliqué d'où ça venait exactement, parce que tu vas me dire d'où vient le désir. On en parlera aussi. Mais ce que je te montre là, c'est un cran en dessous encore.
ce que je te montre là, c'est au niveau subconscient. Tous tes désirs sont subconscients au départ. Et ton conscient met du sens dessus. Un sens qui n'est pas euh, réel, si on peut dire ça comme ça. Et on va mettre ça en rouge. Subconscient. Subconscient. Voilà, parfait. Et là, tu as tout en face des yeux. Je te laisse regarder pendant que je parle. C'est important que tu vois. Tu penses que tu veux être titulaire, mais ce que tu veux vraiment, c'est être reconnu par les autres. Tu penses que tu veux vivre du foot, mais ce que tu veux, c'est ressentir le sentiment de sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est ton cas. Quand je dis tu, c'est de façon générale, c'est ceux que j'ai le plus vu avec les footballeurs et que j'ai le plus vu de façon générale, même pas que dans le foot. T'as pas peur d'être remplaçant, t'as peur de ne pas être considéré. T'as pas peur de ne pas vivre du foot, t'as peur de l'insécurité. Pourquoi je te dis ça? Parce que si demain je te dis tu joues en R1, mais tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es peut-être prêt à accepter. Je pense que ça va te mettre le doute, tu vas réfléchir. Ou vraiment, tu vas dire oui direct. Parce que ce que tu recherches le plus, c'est pas le fait d'être pro, potentiellement. Hein, je dis ça, c'est le cas de certains joueurs, je le sais. Peut-être que le but, c'est pas vraiment d'être pro, le but, c'est de se sentir en sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des humains se sentent en sécurité, c'est à travers l'argent. Et en tant que footballeur, vu que c'est la chose que tu sais le mieux faire potentiellement au monde, tu te dis, c'est en excellant dans le foot que j'aurai cet argent qui me permettra d'être en sécurité. Donc, signer pro, parce que si je signe pro, j'aurai plus d'argent. Tout simplement. Donc, ça, c'était la chose que j'avais envie d'aborder avec toi et qui est extrêmement importante. Maintenant, tu vas peut-être te demander, ok Mathis, je désire certaines choses, donc j'ai peur à l'opposé. Je désire certaines choses, donc j'ai peur à l'opposé. Mais ce désir, d'où il vient? Ce désir-là, il vient de ta mémoire. Je vais mettre ça en petit. Il vient de ta mémoire. Je dirais même de ton interprétation. Et pour être encore plus précis, il vient de ton enfance. Quand tu étais petit, tu as vécu des choses, on va prendre la sécurité, ou la reconnaissance, hein, je vais prendre. Alors, il faut savoir que là, tout ce que je te dis là, je l'ai pas. Tout à l'heure, je regardais un peu pour le début, pour pas me tromper. Là, honnêtement, j'ai pas d'exemple de prévu et tout. Tout ce que je te dis, je le sors comme ça. Ce que tu as vécu pendant ton enfance, tu as vu des choses. Rappelle-toi du VACOG. Tu as vu, tu as entendu, tu as senti des choses. Tu as voilà, vu, entendu surtout. Tu as fait l'expérience de certaines choses. On t'a dit qu'on avait fait l'expérience d'autres choses qui ont fait que ça a créé des manques. Par exemple, le fait de voir ses parents toujours qui galèrent les fins du mois, ou de voir des amis, ou je sais pas moi, un grand frère qui a toujours eu du mal à trouver du travail, ou d'aller chez la famille et de toujours dire ah, faut bien travailler à l'école, c'est comme ça que tu vas t'en sortir. À chaque fois que tu as vu ces choses-là, quand tu étais petit, surtout entre 0 et 7 ans, dans ton subconscient, tout ça c'est rentré. Mais c'est pas rentré dans le sens grand-père m'a dit que, non, c'est rentré dans le sens je ne suis pas assez en sécurité. Pourquoi? Parce que si on te dit au quotidien que tu dois travailler pour essayer de t'en sortir, que voilà, et toi tu vois tes parents qui galèrent en fin de mois et tout, tu fais un calcul qui est très simple. C'est je ne suis pas en sécurité. Pas assez. On ne l'est pas assez dans notre famille. Donc ça crée un manque au niveau de la sécurité. La reconnaissance, peut-être qu'on t'a jamais dit des choses, on t'a pas assez dit, ou peut-être qu'on même on t'a rabaissé. Ça crée un truc, je ne suis pas reconnu par les autres. Ces manques-là, bah toi derrière, tu vas aller les chercher toute ta vie. Ça veut dire que si tu t'es pas assez senti en sécurité étant petit, tu vas aller chercher cette sécurité ailleurs. Si tu t'es pas assez senti reconnu, tu vas aller chercher cette reconnaissance. Ça, c'est le vrai désir des hommes. Les hommes vont chercher les choses qu'ils n'ont pas assez eues pendant leur enfance. C'est le cas pour toi, c'est le cas pour tes parents. Généralement, ce que tes parents vont chercher, c'est ce que toi aussi tu vas aller chercher parce qu'ils te l'ont transmis. Et si tu ne travailles pas dessus, tu le transmettras à tes enfants. Et si tes enfants ne travaillent pas dessus, ils le transmettront à leurs petits-enfants. Et c'est comme ça qu'on dit que c'est de famille. C'est pas de famille. C'est juste que vous n'avez jamais travaillé dessus. Quand je dis vous, je parle
de toute votre famille. Je parle des humains de façon générale qui ne l'ont pas encore compris pour la plupart et qui pensent que le problème, c'est un problème lié au foot. C'est un problème qui est plus profond. Tu vas chercher cette sécurité à travers la chose qui compte le plus à tes yeux. Et ta conscience te fait croire, ton ennemi te fait croire que c'est en finissant pro que tu arriveras à satisfaire ce désir. Sauf que c'est faux. La preuve, toi-même tu le sais qu'il y a des mecs, ils se disent ouais, je vais gagner, ouais, si j'ai telle somme d'argent, c'est bon. Puis ils sont millionnaires et ils ont toujours envie d'en gagner plus. Il y a des mecs comme Elon Musk qui sont, je ne sais même pas combien de milliards il a, il va toujours chercher à faire plus d'argent parce que le vrai désir des hommes, il est toujours au niveau subconscient. Il n'est pas au niveau conscient, il n'est pas au niveau matériel. Il n'est pas dans ce que tu peux voir de façon extérieure, il est en toi. C'est ça le vrai objectif que tu as dans ta vie. Tout simplement. C'est d'être dans un certain état émotionnel. Et tu penses que c'est à travers des événements extérieurs que tu arriveras à être dans ces états émotionnels. C'est vrai pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais ça ne sera jamais vrai pour toute une vie. Maintenant, ce que j'ai envie de te partager par rapport à ça, c'est peut-être pourquoi est-ce que justement c'est dans le foot que tu vas chercher tout ça. Alors, si ça fonctionne, voilà, on a un beau petit cercle qu'on va diviser en combien je vais le diviser ce cercle? On va le diviser en... Allez, on va le diviser comme ça. Voilà. On va dire qu'ici, on va avoir la famille, les amis, l'école, le travail, le football. Ça, c'est les sphères de ta vie, tu vois. Donc ça, c'est ta vie. Et ça correspond à une sphère de ta vie. Une sphère, un domaine, une partie de ta vie. T'appelles ça comme tu veux, c'est pas ce qui nous importe le plus. Tu donnes le nom que tu veux. Ces sphères-là, elles ont toutes... comment je pourrais dire ça? Elles sont toutes plus ou moins importantes pour toi. Par exemple, peut-être que l'école, c'est pas très très important pour toi. Peut-être que le travail, même si tu es obligé d'y aller, c'est pas quelque chose qui est hyper important pour toi. Si tu pouvais ne pas y aller, tu n'irais pas. Peut-être que les amis, c'est moyennement important pour toi. Bon, c'est censé être du orange. Est-ce qu'il y a du jaune? Peut-être que la famille, ça par contre, c'est plus important pour toi. Mais peut-être que le foot, ça c'est ta vie, c'est vraiment... Si tu enlèves le foot, tu penses que tu n'es plus rien. Cet état-là, il n'est pas vrai à vie. Tu vois, peut-être que ça, c'était le cas pour Kylian Mbappé quand il était à Clairefontaine, parce qu'il était à Clairefontaine. Mais peut-être que dans 20 ans, quand il aura arrêté le foot, la famille, ça sera en vert, vert, vert. Les amis en vert, vert, vert. Le foot en rouge parce qu'il en aura eu marre et que c'est bon. Et le travail, le fait de travailler, de lancer des business, etc., ça sera peut-être aussi en vert. Ça va évoluer. Mais aujourd'hui, ta vie ressemble peut-être un petit peu plus à ça. Et ce qui se passe, c'est que ces besoins, donc ce qu'on a noté tout à l'heure, sécurité ou reconnaissance, donc ce qui est au niveau ici subconscient, la partie consciente ici, elle va se demander, c'est laquelle la sphère la plus verte, dans laquelle je vais pouvoir subvenir à ces besoins, ces désirs-là. Ah, le foot, ok. La sécurité dans le foot. Comment est-ce que je peux aller chercher la sécurité à travers le foot? Signer pro pour vivre du foot. Comment est-ce que je vais pouvoir aller chercher la reconnaissance des autres? Ah, quand les autres ils m'applaudissent là, quand je suis titulaire. Ah, quand je suis titulaire, laisse tomber. Ou si je signe à l'étranger. Si je signe à l'étranger, là, je vais pouvoir poster sur les réseaux, faire la petite vidéo, avoir la pastille bleue et tout. Est-ce que tu commences à comprendre? Je t'ai dit que dans cette vidéo, tu allais comprendre beaucoup de choses. Là, ce que je t'ai expliqué là, tu n'as pas besoin de regarder plus de vidéos. Hein. Tu as toutes les explications là-dedans. Tout est là. Tout est dans ce schéma. Peur, désir, le conscient, le subconscient. Ce que tu penses désirer mais que tu ne désires pas. Ce que tu désires vraiment de façon inconsciente, que tu ne sais pas vraiment que tu désires. D'où ça vient? De ton enfance. Et comment est-ce que on traduit un désir profond en un désir superficiel?
Un désir conscient, c'est ça, en mettant rose. Désir conscient, désir profond, pardon, ce que je raconte, je me perds moi. Alors les gars, j'ai un petit problème avec la caméra, elle était en surchauffe, désolé. Euh, J'étais en train donc de vous dire que tout ça, c'était ce que vous aviez besoin en fait de comprendre et ce sur quoi il fallait travailler. Maintenant, pour que vous compreniez encore plus sur quoi il faut que vous bossiez maintenant, on va revenir sur ce qu'on a noté tout à l'heure, donc avec la peur d'un côté et le désir de l'autre. Et vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que toi tu fais avec les joueurs que tu accompagnes? On a vu tout à l'heure que plus on désirait quelque chose, donc plus un point est à l'extrême, plus on a peur à l'extrême. Ce qui va faire qu'un point va être loin, ça va être à quel point vous avez manqué de la chose dans le passé et à quel point le football est important pour vous aujourd'hui. Tout simplement. Si vous avez beaucoup manqué de cette chose-là, vous avez sûrement des personnes en tête, peut-être votre mère, votre père, des oncles, des cousins, etc., qui vous ont peut-être amené ces manques, malgré eux, hein, on s'entend, et que le foot, c'est hyper important pour vous, vous allez avoir des points comme ça. Moi, mon objectif avec les gens que j'accompagne, c'est à la fois de faire en sorte que la peur se rapproche ici et que le désir se rapproche ici. Maintenant, la question à se poser, c'est ouais, mais quand on est au plein milieu, qu'est-ce qu'on est? Quand on est au milieu, on est détaché. Le détachement, c'est ça. Un joueur détaché, c'est un joueur qui n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'il n'a pas de désir. Je répète, un joueur détaché, c'est un joueur qui n'a pas peur. Un joueur qui n'a pas peur, c'est un joueur qui n'a pas de désir. Pour ne plus désirer quelque chose, il faut le posséder. Autrement dit, tant que vous ne ressentirez pas en vous ce sentiment de sécurité ou cette reconnaissance, vous irez la chercher ailleurs. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est faire en sorte que le joueur ressente cette chose-là à travers différentes choses sur lesquelles on va pouvoir être amené à travailler pour qu'il ne le désire plus. Si le joueur ne le désire plus, il n'aura plus peur. Mais on va aussi travailler sur la peur d'une façon aussi très spécifique pour que le joueur craigne beaucoup moins des événements très précis. Tout ça, à force de travailler dessus, ça va amener à un détachement. Je ne désire plus, donc je n'ai plus peur, donc je suis détaché. Le détachement, on pourrait appeler ça la paix intérieure, on pourrait appeler ça la neutralité, tout simplement. Je vous ai parlé de ma méthode. Ma méthode, c'est ça. Ma méthode pour performer. Et pourquoi est-ce que ce que je vous donne là n'est pas suffisant? Vous allez comprendre. Ma méthode pour performer, c'est et c'est une formule. Détachement fois intention. Juste après, je vais tourner la vidéo sur les intentions. Si vous êtes détaché, alors vous êtes libéré sur le terrain. Vous êtes, comme on l'a vu, neutre. Et la plupart des joueurs, c'est ce que vous voulez. Sauf que moi, je vais travailler sur l'étape aussi d'après. L'étape d'après, c'est une fois que je suis neutre, une fois que j'ai plus de pression, bah, est-ce que vraiment je vais être performant? Est-ce que le mot que j'ai écrit au-dessus, là, c'est vraiment c'est vraiment la conséquence du détachement? Non, c'est pas suffisant. Tu es un sportif, tu es un footballeur, tu as envie d'être pro. Il faut qu'on voit certaines choses sur le terrain. Être libéré, c'est une chose, mais il faut qu'on voit toujours le même visage. Il faut que tu sois régulier. Et aujourd'hui, ce que tu montres, c'est un faible pourcentage de ce que tu vaux réellement. Ça, je te l'expliquerai dans la vidéo sur les intentions. C'est ce que j'avais vraiment envie de te dire aujourd'hui. Ma formule, c'est celle-là. Le détachement, c'est tout ce qu'on a vu au-dessus. C'est-à-dire, le détachement, ça correspond en première partie à reconnaître l'ennemi et à neutraliser l'ennemi. Vous l'aurez compris, l'ennemi égale
ni les pensées, ni les émotions, ni la peur. De façon générale, l'ennemi numéro un, c'est le désir. Je pense que vous avez assez d'informations. Je vais vous laisser avec des témoignages, enfin des témoignages, pas vraiment, parce que j'en fais pas souvent des témoignages, demander à un joueur et tout. Enfin, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire énormément. Par contre, j'aime bien prendre des extraits de ce que les joueurs me disent, ça fait beaucoup plus naturel et c'est ce qui se passe réellement. Tu vois, les joueurs qui vont me dire: «Mathys, le suivi est excellent», et sinon, il y a pas de joueurs qui me disent ça directement. Par contre, des joueurs qui disent clairement comment ça les a aidés sur un terrain et les transformations qu'ils ont vues, je pense que ça te parle un petit peu plus. Si tu as envie de passer encore 2-3 minutes avec moi avant de potentiellement remplir le questionnaire pour qu'on bosse ensemble, je te laisse regarder la suite de cette vidéo et puis moi, juste après, je vais tourner la vidéo sur les intentions qui sera disponible logiquement directement dans la description de celle-là. Je te remercie de m'avoir écouté et je te laisse avec les témoignages des joueurs que j'ai accompagnés. Depuis que j'ai repris le parcours avec toi, je dirais. C'est les seuls moments où j'ai vraiment pris du plaisir, tu vois, pendant longtemps, tu vois. Sinon, il y avait des moments, oui, mais il y avait plein de moments où vraiment le foot, on dirait, c'était angoissant, tu vois. C'était pas bon. C'était pas du plaisir. Genre là, vraiment, tu vois, j'aime aller à l'entraînement, j'aime jouer, genre les jours où j'ai pas entraînement, je me fais chier. Alors que les autres périodes, c'était des fois, les jours où j'ai pas entraînement, je suis plus content, tu vois. Ah, tant mieux, il n'y a pas entraînement, vas-y, je vais sortir avec des potes, je vais pas y penser, tu vois. Qu'est-ce que tu prends plus à la légère par rapport à ce qu'on avait vu à la dernière séance? Enfin la vie des autres, enfin le regard des autres, l'attente que j'ai du résultat. Parce que en soi, bah, voilà. Par exemple, bah, je vais pas te mentir, je me suis procuré beaucoup d'occasions lors de cette séance. Le problème, on va dire que j'en ai raté. Ah ouais, j'en ai raté beaucoup, hein. J'en ai raté 6. Oh, bah. Mais j'étais pas content en soi, mais ça allait parce que je me suis dit, j'ai pris un plaisir quand même en fait à faire ce que je voulais. Ça veut dire que je me suis créé ces occasions. J'ai dribblé, j'ai fait ce que j'avais à faire, même si j'ai raté avant, même si j'ai fait des trucs avant. Je fais en fait ce que je veux. Et ça Mhm. veut dire que quand bah, j'ai fait ce que je voulais, même si, vas-y, je frappe, ça rentre pas, même si après les coachs ils me parlent, ils me disent ce qu'ils veulent, etc. Je me dis, ouais, j'ai fait ce que je voulais. Et ça, peu importe ce qui est autour de moi, vas-y, les gens ils peuvent parler, je m'en fous, j'ai fait ce que je voulais. Ok. Et ça s'est plutôt très bien passé pour un retour au jeu. J'ai fait deux très bonnes performances, dont une contre Le Mans où j'étais vraiment totalement détaché. Je pense que ça fait partie de. Je pense que je peux le mettre dans mes matchs références maintenant, où je me sentais vraiment bien. Défensivement, j'étais très solide. Quand je suis rentré, il y avait 3-0 pour eux. Et j'ai su tenir la baraque en défense. Il n'y a plus de but derrière, donc ça, je suis content. Offensivement, pardon, j'étais très serein avec le ballon. Au niveau plus ballon, on va dire, j'ai perdu des ballons, mais comme à l'entraînement, mais même avant que je puisse activer Alter Ego, enfin depuis qu'on bosse ensemble, genre j'avais vu l'amélioration, mais là par exemple quand je perds un ballon, ça me fait plus rien, genre pendant 2 secondes, je me dis ah merde, mais après je passe directement à autre chose et j'accepte beaucoup plus mes erreurs, tu vois. Ok. Et ça me permet vraiment de reset et de plus focaliser sur les actions qui suivent. Je sais pas, en fait, j'étais vraiment détaché. Pas parce que je perdais le ballon ou pas, comme tu l'as dit juste avant, là, Mhm. que même si tu me dis quelque chose, ouais, moi j'aurais pu même rigoler, mais ouais, mais j'étais vraiment. Ah oui, le pire, c'est qu'en étant comme ça, en fait, je jouais bien, j'ai même. Ouais, j'ai bien joué. Très bien joué, même. Hmm. Comment tu l'as ressenti sur le terrain, le détachement? Bah, justement, à l'échauffement, j'étais beaucoup plus serein que d'habitude, plus détendu. Alors que d'habitude, avant les matchs, parfois, je me rappelle, j'ai tout le temps une pression qui était un peu excessive, tu vois, un peu dérangeante. Genre, une fois que le match il commence, ça va, je me sens mieux. Mais avant le match, que ce soit avant l'entrée du match, quand tu retournes au vestiaire, juste tu mets ton maillot, tes protèges, tout ça. Bah, j'avais tout le temps cette sensation un peu dérangeante et là, je l'ai beaucoup moins senti.